Donc je vais terminer cette présentation. Alors on a attaqué par le dur grâce à Denis et je le remercie d'avoir donné les faits. Donc face aux faits, il y a deux réactions. On peut dire ben, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ou il y a une seconde catégorie de réaction qui est en train de se développer dans le monde entier, c'est que quand il y a des faits, on peut faire ce qu'on veut mais on ne va pas les réécrire. Et il y a un mouvement de dynamisme, de créativité, qui est une des deux options, par rapport à se replier et refuser. Donc aujourd'hui, on a décidé pour terminer cette présentation de regarder finalement, à partir des données qu'on vient d'avoir, et je rajouterai des impacts sur la biodiversité, puisque la COP 15 vient de se terminer. On est aujourd'hui entre 1/3 et 90% de baisse des populations d'insectes, d'oiseaux, d'animaux au niveau de la planète. C'est extrêmement fort, vous vous en doutez, puisque pour donner un exemple, sur les insectes, il y a 30 ans, quand vous aviez 10 papillons dans votre jardin, ben aujourd'hui vous n'en comptez plus que 2, puisqu'il y a 80% de baisse, plus particulièrement sur les insectes, en lien avec non seulement le changement climatique, mais surtout l'artificialisation et l'aménagement des territoires, couplé également à la surexploitation, aux effets des pollutions, qui sont des phénomènes finalement à prendre en compte, parce que quitte à changer, à s'adapter par rapport au climat, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut aussi changer par rapport à nos impacts plus largement liés aux activités anthropiques négatives. Heureusement, il y a des activités positives, Stéphanie en parlait. L'homme n'a pas qu'une action négative sur son environnement, il peut avoir aussi une action positive, c'est ce qu'on appelle la restauration écologique, la sobriété ou l'avenir désirable que Pierre Rabhi ou d'autres nous proposent et qu'on peut essayer de développer ensemble. Mais dans un contexte, j'ai mis la dernière publication de Bugno en 2021, où les investissements sur les constructions littorales ne sont pas du tout en crise dans le monde. Jean-Guy tout à l'heure rappelait une frigidité pour filer la métaphore de la température sur l'aménagement littoral en France, mais dans le monde ce n'est pas du tout le cas. En Chine on est sur des centaines de kilomètres aménagés chaque mois sur les littoraux, chaque mois, je le répète, avec plus 185% d'aménagements littoraux dans le reste du monde d'ici à 2040. Alors, pour synthétiser globalement la pensée actuelle, entre adaptation, d'abord atténuation, mais j'y reviens pas, ça a été très clairement expliqué par Denis, donc c'est le problème de tout le monde et à la fois un problème éloigné et proche, mais surtout l'adaptation à la transition écologique. Qu'est-ce que c'est? À court terme, évidemment, il y a des processus de protection qui se mettent en place, puisqu'on réagit finalement à des dégradations sur des enjeux économiques au niveau du territoire. Donc, on ne peut pas rejeter de manière dogmatique de la protection des enjeux économiques et humains, puisqu'il y va finalement, en tout cas à court terme, d'un besoin tout à fait légitime. Mais il y a également à court terme un énorme besoin de débat citoyen, et à ce niveau-là, on peut quand même constater qu'en France, on est vraiment mauvais. Si je prends, bon, passons les gilets jaunes, mais les débats actuels sur les retraites, on a l'impression que le gouvernement n'a rien compris sur le besoin actuel qui est d'expliquer, de préparer, de mettre en place dans chaque commune, dans chaque entreprise, auprès des gens, des lieux où les gens peuvent venir s'exprimer, débattre. Avant de dire la loi c'est comme ça et moi je ne bougerai pas, c'est hallucinant. C'est vraiment l'envers, je trouve, de la nouvelle forme de politique qu'on est en train de demander à corps et à cri, et parfois avec violence. Rappelez-vous le péage de Saint-Ibéry qui a été complètement désossé et démonté par les Gilets jaunes. Ça exprime quand même un besoin, une demande, mais qui n'est pas entendu. Voilà, il faut le constater. Donc nous, on est quand même, les scientifiques au niveau mondial, très porteurs de solutions autour des débats citoyens. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis à long terme, effectivement, il va y avoir des changements, des innovations, des développements, des déplacements à prévoir. On l'a vu.
Mais ça se fait dans le débat pour que cet aménagement il soit désirable et que ces innovations, elles soient le fruit d'une collectivité et pas de météorites comme ça qui viendraient poser d'un coup une solution qui ne serait pas expliquée, débattue et entendue. Alors les choix d'aménagement, aujourd'hui, il y a deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, l'éco-conception, des ouvrages, en bas à droite, et je ne reviens pas bien sûr sur la protection. En haut, ça c'est le mur de New York, hein, un mur qui est en train de ceinturer l'estuaire baie intérieur de New York, qui fait 5 mètres de haut, qui est un mur en béton, mais dont une partie va servir également à l'aménagement de zones de loisirs qui feront tampon en cas d'élévation imprévisible. Donc ça, c'est des solutions fondées sur la nature. Vous avez une autre illustration en bas à droite, hein, voilà, avec la mise en place de bandes d'huîtres qui permettent de faire des tampons. En plus, les huîtres, ce sont des bioconstructeurs, c'est-à-dire que plus la mer, les sédiments montent, plus ils vont se développer les uns sur les autres. Ça, je ne sais plus où j'ai pris la photo, c'est aux États-Unis aussi, pardon, c'est en Floride. Et puis surtout, dans les choix d'aménagement, le débat pour ensemble discuter de ce qui est désirable. Je fais le petit rappel en clin d'œil à ce qu'a présenté Denis sur les 4 axes, hein, protection dure, protection douce, adaptation et puis retrait. Et maintenant, je voulais vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble, par exemple, des aménagements éco-conçus. Vous avez un mât d'éolienne classique à gauche, un mât d'éolienne éco-conçu, c'est-à-dire qui prend en compte l'environnement pour le développement de la biodiversité, des espèces, en bas à droite sur des digues, en haut à droite sur des pipelines. Et il y a aujourd'hui, en tout cas, énormément de travaux concrets, puisqu'on est ici pour parler du maintenant quand même, pas que du futur, sur la question qui apportent vraiment des retours très intéressants. En Méditerranée, oui, j'ai pris cet exemple parce qu'il nous touche de près. Donc, la problématique des ancrages qui dégradent les fonds marins, notamment les herbiers de Posidonie, qui sont des formidables tampons contre les effets des tempêtes sur les littoraux, sont dégradés par les ancres. Donc, la solution, c'est des blocs en béton classiques pour que les bateaux n'ancrent plus, mais s'accrochent à ces bouées. Qui sont ensuite disposés en surface et reliés à ces lestes. Et donc l'approche éco-conçue, alors on ne le voit pas malheureusement parce que c'est un PDF, c'est dommage, mais vous le voyez de loin, bon, c'est de faire des lestes avec des trous et des formes qui permettent aux espèces marines de s'y installer. Vous aurez compris le principe, c'est-à-dire un gagnant-gagnant entre l'homme et la nature lorsque l'homme aménage les milieux marins. Bon, ça c'est un autre exemple à Bonifacio. Ce sont pour des yachts de plus de 40 mètres de long jusqu'à 70 mètres, avec des lestes pareilles, qui servent à accueillir la biodiversité. Bon. Quand on parle maintenant d'aménagement en dur, on est face à un défi d'innovation extrêmement fort. Pourquoi? Parce que la règle d'aménagement jusqu'ici, elle date de Louis XIV et de l'école d'architecture, c'est la fondation. Alors c'est biblique, hein, on va sur une pierre solide fonder une construction qui va durer dans le temps, sauf que la fondation, comme le disait Stéphanie, sur un littoral qu'il faut maintenir en mouvement, c'est peut-être plus la bonne solution. Le problème, c'est que les écoles d'architecture, les écoles d'ingénierie ou de génie civil restent sur des concepts liés à l'ancrage profond au sol, et donc face à ces règles, évidemment que le seul moyen de se protéger de l'élévation du niveau de la mer, c'est d'enlever la racine et de la redéployer plus loin dans une zone abritée. Mais il y a également dans le monde, donc ça c'est pas de réponse, vous l'avez compris, des submersions sur les ouvrages, c'est-à-dire les bâtiments. Mais il y a aussi, pardon, ah zut, il n'a pas pris évidemment, il y a évidemment d'autres approches. Alors ça, ce sont des travaux réalisés par l'État, financés par l'État, pardon, publiés par des collègues dans la revue Vertigo. Donc c'est une revue gratuite, vous pouvez aller en ligne, hein, publiée par Axel Créac, Sophie Pardo et Denis Mercier, qui propose d'auto-évaluer
le niveau d'exposition de ces aménagements, de vos bâtiments, de vos ouvrages. Alors, c'était plutôt une publication à destination d'élus à l'urbanisme, mais individuellement, c'est extrêmement bien expliqué. Vous pouvez vous aussi vous auto-diagnostiquer par rapport aux données qu'on a décrites précédemment. Et dans les réponses au niveau mondial, vous avez les habitats flottants. Donc en Hollande, vous avez les habitats pour les maisons principales. À Gruissant, plus proche de chez nous, des habitats à disposition de touristes, donc de maisons touristiques. Le principe, vous le connaissez, je ne vais pas le développer plus. Vous avez la maison sur pilotis, donc là on est à Tampa, dans la baie de Tampa. Vous avez ici la voiture pour aller faire les courses à 500 mètres, c'est-à-dire le 4x4 Dodge, 2 fois 1500 chevaux garé. Tout ça pour dire que ça fait à peu près 2,20 m de haut, ce genre de carrosse. Et vous voyez la hauteur imposée par le règlement d'urbanisme de la ville de Tampa pour les maisons qui sont situées dans une zone exposée au risque. Je vous renvoie à la publique que je vous ai présentée tout à l'heure et ce qu'expliquait tout à l'heure Stéphanie vis-à-vis du risque, de l'exposition au risque naturel, donc submersion, érosion, qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez également le pilotis d'habitation touristique, donc c'est la zone de Saint-Pierre-des-Corps. Alors là, c'était pas un risque littoral, c'était lié à un risque d'inondation au bord d'un fleuve, et où cette solution a pu être mise en place avec dérogation au plan de prévision des risques inondation, puisque le secteur aménagé était dans une zone sensible. Et l'objectif ici, c'était bien de tester de nouvelles approches vis-à-vis d'événements climatiquement plus fréquents, en fait, liés à ces inondations. Vous avez la maison isostatique. Donc j'ai pris quelques illustrations. Le principe, il est simple, c'est celui de l'affût à canard, ou de la tonne en baie de Somme, et ici sur l'étang de Thau et sur Marseillan, de la boîte à chaussures qui était attachée avec un piquet, mais qui était flottante dans une dépression, et qui permet à la maison, tout en restant au même endroit, en fait, de suivre les niveaux d'eau dans les zones où les inondations ne sont pas permanentes sur des faibles périodes en termes de durée, et surtout réversibles. Vous avez la maison, décoller la maison amphibie. Alors là, c'est une autre approche. Donc ça, c'est un prototype par l'école d'architecture de Delft University. Donc toujours les pays leaders en Europe du Nord. L'idée ici, c'est de pouvoir, en cas d'élévation rapide, rendre la maison pendant le temps nécessaire. Donc on pense à des phénomènes qui sont en fait sur l'ordre de 24 heures à 48 heures, hein, pas des phénomènes où la mer ou une inondation serait longue. Être isolé du reste, par exemple des réseaux d'eau usée, des réseaux électriques, empêche l'eau de rentrer à l'intérieur en fait de la maison. Donc ce sont d'autres processus constructifs. Le point commun entre toutes ces présentations, c'est bien sûr plus de fondations, plus de réseaux enterrés et des systèmes connectés qui peuvent être débranchés ou rebranchés en cas de problème. Vous avez le rez-de-chaussée en transparence hydraulique. Donc là, j'ai piqué le schéma de nos collègues du Bureau de recherche géologique et minière sur des maisons en pente où on doit, par certains phénomènes climatiques, assurer le passage de l'eau sur les rez-de-chaussée sans bloquer ce passage. Donc je crois que c'était sur les pentes de Mayotte, des monts mahorais, que ces éléments avaient été présentés. Vous avez les aménagements doux. Donc un spécialiste en Occitanie, c'est l'EID Méditerranée, avec tout ce que vous connaissez bien sûr, les ganivelles, les platelages, les brandes qui permettent de stabiliser les dunes et de maintenir des tamaris, de l'Oya, enfin tout un écosystème qui va faire tampon
avec des phénomènes de tempête, et la possibilité de plus en plus, en haut, donc j'ai récupéré ce schéma sur l'ouvrage de Laura Michel et de Sylvain Baronne, qui vient de sortir sur la métropole de Montpellier, qui montre comment les équipements également urbains pourraient tirer profit, avec des cheminements balisés, de ce réaménagement tampon avec la mer. Je terminerai en signalant la loi climat et résilience qui encourage les innovations, ça il faut le souligner. Denis en a parlé rapidement puisqu'on a bien suivi les évolutions de la mise en place de cette loi, avec, même si la loi encourage les innovations, des fortes réticences au niveau local. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement un décalage entre la rapidité avec laquelle l'adaptation et les innovations doivent être mises en place et la capacité des services instructeurs notamment à évaluer le risque et à pouvoir, on dit ouvrir le parapluie, je trouve ça un peu péjoratif, mais à pouvoir autoriser des innovations sans risque, le risque zéro n'existant pas évidemment, mais avec un risque le plus calculé, le plus, je dirais, géré, ce qu'on ne peut pas reprocher à ces services de l'État. Mais donc là, il y a une problématique qui est en train de se mettre en place entre ce besoin d'innovation, et notamment la mise en place des PPA, des projets partenariaux d'aménagement, et la recherche de solutions. Donc on les a vues tout à l'heure, quelques-unes, Pilotis, etc. Alors il y a le lancement d'une réflexion autour d'un plan local de transition urbanistique écologique, un PLTIE dans l'Hérault, avec l'hôtellerie de plein air, pour des habitations légères de loisirs, donc pour commencer à réfléchir à cette réflexion de attention, il faut commencer à vous adapter, ce que disait tout à l'heure donc le responsable de camping, à savoir que bon, ben finalement, si on nous dit que foutu pour foutu, on va presser le citron, on va faire un maximum de blé, et puis dans 15-20 ans, on va laisser le littoral à ce qu'il sera, mais on ne va pas réaménager ou réinvestir sur de nouvelles structures d'accueil qui soient adaptées à cette fameuse réflexion sur le changement climatique et ses effets. Pardon. Alors, pour rigoler, évidemment, l'intérêt, quand on est chercheur, c'est de susciter le débat. Sans innovation ni adaptation, ben, on peut se demander à quoi ressembleraient les maisons sur le littoral occitan d'ici à 2050. Je vous remercie.